Les amis, on se retrouve comme d'habitude pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec des actualités plutôt sympas. On est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, a légèrement craché. On est sur un moins 7%, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Ensuite, on passe au CAC 40. Donc pour le marché français, sur les 5 derniers jours, une belle hausse 2,55% avec un plus haut en fin de semaine. Donc vraiment top. Le marché américain juste ici, sur les 5 derniers jours, 2,15% de hausse, donc aussi une très belle hausse pour le marché américain. On va d'ailleurs voir après juste pourquoi ces hausses aussi importantes au niveau de ces indices. Ensuite, on passe sur la map du S&P 500. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Les différentes actions du S&P 500. Alors là, on se met sur les 5 derniers jours. On peut voir que les GAFAM ont plus que performé, hein, plus 4%, Microsoft, Apple quasiment plus 6, Google plus 4, Meta presque plus 23. Ensuite, on a juste Amazon qui est un petit peu moins performé au niveau des autres GAFAM et Tesla plus 6. Alors Tesla, actuellement, c'est vraiment une action qui est en train de bien, bien remonter la pente parce qu'au cours du mois en cours, on est sur plus 72%. Bon, après, il faut prendre en considération que Tesla, au bout d'un moment, était valorisé plus de 400 $ et c'était, est-ce que c'était il y a un an? Ouais, il y a même pas un an, on n'était pas à 400, mais on y était presque, on était à 380. Donc on est toujours divisé par 2. Ah si, on a eu 407 en 2021, donc on est toujours divisé par 2, mais en tout cas là, le rebond a été vraiment stratosphérique. Ensuite, on passe à une action où c'est tout l'inverse. Alors là, c'est Orpea. Alors là, attachez-vous, sur une journée, sur la journée de vendredi, Orpea a perdu -25,96% et en 5 jours, elle a perdu quasiment -50%, alors que déjà Orpea, c'est catastrophique. Donc il faut faire attention quand on voit une action qui baisse. Je sais quand il y avait eu, l'affaire Orpea, parce que c'était passé sur M6 ou je sais plus sur quelle chaîne, tout le monde s'est dit: «Oh ça crache, c'est super, super bon point d'entrée, à long terme ça va remonter, des EHPAD on en a besoin, les personnes âgées elles vont continuer à aller en EHPAD». Les personnes qui ont acheté du Orpea s'en mordent clairement les doigts parce qu'on peut regarder un peu ce que ça a donné sur un an. On est sur -91. Donc là, en gros, c'est vraiment un couteau qui tombe. Et il y a beaucoup de gens, ça baisse, ils disent waouh, c'est bon, ça rebondit. Oh, c'est bon, ah mince, ça rebaisse. Bon, tiens, ça rebondit, super, je rachète. Ah mince, ça rebaisse. En fait, ça s'arrête plus. Et une action peut vraiment se retrouver à -99,99%. Il n'y a vraiment pas de limite à ce niveau-là. Donc, il faut faire vraiment gaffe. Et Orpea, sur 5 ans, bah, là, on peut voir, hein, là, on est à -97. Donc on essaiera de suivre au cours des semaines qui suivent, mais on peut vraiment aller à -99 et à -100% avec une valeur à 1 centime, hein, c'est totalement possible. Donc faut vraiment faire attention au niveau des actions, individuelles parce que, ça peut vraiment, vraiment baisser, fortement. Donc à ce niveau-là, il faut faire très gaffe. Ensuite, on passe aux actualités. Alors là, c'est premièrement la Fed qui relève ses taux directeurs de 25 points de base. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que, les investisseurs estimaient que ça allait être plus 0,25 points. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, on a eu une bonne semaine au niveau des marchés et bah, finalement, ça a bien été ce montant-là et pas 0,50 points. Donc ça, c'est plutôt, une bonne nouvelle au niveau de la Fed. Ensuite, on passe juste ici, alors là, c'est la Banque centrale européenne. Eux, ils ont relevé leur taux, de manière un peu plus importante, de 50 points de base, mais c'était prévu. Donc ça n'a pas été une mauvaise nouvelle, que le marché a mal pris. Donc on a quand même le CAC 40, qui a plus que surperformé au cours des 5 derniers jours. Donc ça n'a pas eu d'impact, sur le marché. Et ensuite, on a aussi ici, petite nouvelle, mais on peut voir que ça au cours de la semaine, ça a pas trop impacté non plus. C'est Wall Street qui ouvre en forte baisse après l'emploi US parce que l'emploi US a complètement explosé. Il y a eu énormément finalement, de nouvel emploi. On peut le voir ici. Le département du travail américain a fait vendredi de 517 000 emplois non agricoles créés le mois dernier, tandis que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 185 000. Bon, ça pourrait être une bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus de personnes, qui travaillent, mais pour l'inflation, c'est pas, forcément une bonne nouvelle parce que, bah, ça signifie qu'on a des personnes qui vont avoir un pouvoir d'achat plus important, donc qui vont consommer davantage. Mais, en tout cas, ça n'a pas impacté, vraiment les marchés, mis à part sur, la dernière journée. Ici, on peut voir, bah, en fait, la journée de vendredi, on était où? Jeudi, c'était où? Jeudi, c'était là, donc c'est pour ça qu'on n'a pas continué à monter. On est un tout petit peu redescendu, mais c'est très, très léger. Ensuite, après toutes ces nouvelles-là, on passe à notre euro-dollar. Qu'est-ce que ça a donné? Alors là, c'est un peu moins cool, c'est qu'au cours de la semaine, bah, on est quand même sur une baisse. Donc, notre euro, au cours de la semaine, enfin, il était là le 25. Là, on peut voir, bon, c'est un peu plus qu'une semaine. Le 3 juste ici, donc c'est vendredi, 1,07. Donc, on s'est pris quand même un moins 1%. Donc, espérons que notre euro va continuer de remonter la pente qui remonte pour l'instant depuis septembre. Parce que sur le long terme, on peut voir qu'on est encore loin de ce qu'on avait en 2021. On est à 1,07 925. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, voilà, ça c'est un peu moins cool.
mais espérons que c'est juste, voilà, une légère correction et que ça va remonter à la hausse. Maintenant, on passe aux crypto-monnaies. Alors là, beaucoup d'actu. Les cryptos sur une semaine, et bah, ça se porte encore toujours, très, très bien. En tout cas, ça a bien, bien remonté la pente depuis, les 15 500 $. Donc là, on est sur des belles hausses, on peut se mettre aussi sur un mois, voir un peu ce que ça a donné les cryptos. Le bitcoin, on est quasiment sur +40, le TH +30. Donc c'est vraiment le bitcoin, hein, qui a clairement énormément monté. Après, on en a d'autres, hein, comme ici, Solana +80, il y en a certaines qui ont aussi extrêmement monté, mais en tout cas, le bitcoin, monte bien sur un mois, donc c'est aussi affaire à suivre par rapport à ça. Maintenant, on passe aux actus crypto. Le bilan hack crypto 2022, alors les hackers n'ont pas chômé, 2,8 milliards de dollars dérobés. C'est stratosphérique. On peut voir d'ailleurs ici la courbe d'évolution, en termes de hack. Donc 2018, on était un peu plus d'1 milliard. Ici, 2019, oh bah, on était loin des 1 milliard, on n'avait même pas un demi-milliard. Après 2020, un demi-milliard. Ici, donc là, c'est 2021, plus de 2 milliards. Et là, on a battu le record. Donc 2022, 2 milliards. Et la plus grosse perte en termes de hack, je crois que c'était 2012. Je sais plus, ils l'ont indiqué où, juste ici, oui. Alors du coup, 2012, c'était 3,36 milliards de dollars. Les hackers se sont mis vraiment bien et notamment via la DeFi principalement. Ensuite, une très bonne nouvelle, Euro-E, le tout premier stablecoin créé, assuré et régulé à l'échelle européenne, débarque de Finlande. Parce qu'actuellement, on n'a que des stablecoins américains, donc UST. Non, UST, on l'a perdu. On a USDT, USDC et d'autres aussi stablecoins. Et pour le coup, ils sont tous en dollars. Donc c'est un peu dérangeant parce que si on souhaite finalement se diversifier au niveau des devises, bah, c'est assez compliqué sur les stablecoins. Donc là, on en a un nouveau. Donc, tout premier stablecoin créé, assuré et régulé à l'échelle européenne débarque de Finlande. Donc, à voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, il est échangeable que sur des protocoles décentralisés comme Uniswap. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la possibilité sur Binance ou d'autres plateformes de convertir, imaginons, ces cryptos en euro-E. Mais on pourrait s'imaginer que ça pourrait arriver. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, à voir ce que ça va donner. Et du coup, c'est adossé 100% à l'euro et du coup, il y a aucun dollar à l'intérieur. Donc ça, c'est très intéressant et ça permet du coup d'éviter d'être fiscalisé si on convertit ces cryptos, notamment en stablecoin. Parce que si on les convertit directement en réel euro, le souci c'est que la fiscalité rentre en jeu. Donc ça peut être dérangeant, notamment quand c'est des belles plus-values, d'être imposé à un certain moment. On n'a pas trop envie encore d'être imposé et on préfère rester investi ou sorti du marché, mais en stablecoin sans être imposé. Ensuite, on passe du coup ici à l'influenceur Logan Paul poursuivi en justice pour arnaque au NFT. Alors Logan Paul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros youtubeur, donc 23,5 millions d'abonnés. Et il avait créé un projet qui s'appelle CryptoZoo et c'est visiblement une grosse arnaque. Et il a eu le malheur en fait qu'il y ait eu un youtubeur ici là qui s'appelle Cofizilla, donc 2,5 millions d'abonnés, qui a enquêté sur l'affaire CryptoZoo et sur Logan Paul. Il a fait une série de 3 vidéos qui ont été visionnées plus de 20 millions de fois, où il explique toute la supercherie, toute l'arnaque. Et Logan Paul avait démenti au début en disant qu'on lui a volé le code du jeu et qu'un développeur lui a volé le code du jeu, s'est enfui en Suisse et a exigé 1 million de dollars pour rendre le code. Et au final, un petit peu plus tard, juste ici, il a avoué ses torts et révélé un plan de relance de son jeu CryptoZone dans lequel il souhaite mettre à disposition 1000 Ethers. Bon, c'est pour un petit peu, je pense, faire en sorte d'avoir une meilleure image, mais visiblement, là, en justice, ça risque de piquer, même si bon, il a des millions et des millions, donc je pense qu'il pourra payer largement ce qu'on lui demande. Ensuite, pourquoi le Bitcoin s'échange-t-il à 37 000 dollars au Nigeria? Donc, nous, actuellement, on a un Bitcoin autour des 23 et quelques, hein, juste ici. Au Nigeria, c'est 37 000, donc c'est pas rien, c'est pas rien à ce niveau-là. Donc près de 38% par rapport à son cours officiel. Alors on va voir ensemble pourquoi. Alors c'est juste ici, il convient de préciser qu'une telle décorrélation a pu arriver. Il en est plus difficile pour les Nigériens d'accéder à la liquidité des grands exchanges mondiaux tels que Binance notamment. En effet, il semblerait qu'il soit possible d'utiliser cette plateforme localement que pour ses services peer-to-peer. Donc globalement, ils n'ont pas accès aux gros échangeurs où il y a vraiment de la liquidité. Et donc, le peu de plateformes auxquelles ils ont accès, qui sont celles-ci comme Pexful ou NereX, on a un Bitcoin qui est autour des 37 000 dollars. Donc, ils le payent vraiment beaucoup, beaucoup plus cher.
Et je me suis dit: «Mais si un touriste, il vient avec sa clé Ledger, au Nigeria, potentiellement, il peut faire pas mal d'argent en vendant une partie de ses cryptos». Bon après, il faut toujours trouver des personnes, mais là, il paye vraiment plus cher le bitcoin alors qu'en réalité, il est pas du tout à ce prix-là et c'est qu'au-delà de ça, le Nigeria, c'est vraiment un grand, grand pays parce qu'on peut voir 219 millions d'habitants en 2022. Donc c'est, clairement, bah, quasiment 3 fois plus que la France. C'est juste énorme et leur État, ils ont imposé, ouais, des limites de retrait juste ici qu'on peut voir de 43 à 217 $. Au-delà de ça, ils ont une inflation à plus de 21,34 pour le mois de décembre. Donc ils sont vraiment en demande de crypto, mais la réalité, c'est qu'il y a peu de liquidités sur les échangeurs, bah, accessibles au Nigeria et donc ils payent le prix fort, 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 à ce niveau-là. Et pour finir, alors c'est pas une question parce que normalement je prends une question, sur la chaîne qui a été posée et j'y réponds, mais là la réalité c'est que, il y avait pas trop de questions et j'ai essayé de répondre à toutes les questions dernièrement. Normalement, si vous avez posé des questions sur la chaîne, j'ai pu répondre, sinon n'hésitez pas à les remettre. Et juste, je voulais vous dire, c'est quand? C'est mardi, je fais un interview du fondateur de La Première Brique et je vais lui poser plein de questions, par rapport, bah, finalement au crowdfunding de manière générale, à La Première Brique aussi en particulier. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, dans les commentaires et comme ça, je les poserai au fondateur de La Première Brique. Ça pourrait être, bah, finalement, imaginons, quelle est la sécurité du crowdfunding? Quels sont les risques du crowdfunding? Ça pourrait être, quels sont les futurs projets de La Première Brique et cetera. Donc, n'hésitez vraiment pas, comme ça, moi, ça me permettra, bah, d'étoffer un petit peu l'interview et de pouvoir poser davantage de questions, parce que j'en ai déjà préparé, quelques-unes qui, sont intéressantes, mais je pense qu'on peut en rajouter d'autres et donc ça peut faire en sorte d'avoir plus de questions, donc plus de réponses aux différentes questions et ce sera l'occasion. Donc je posterai normalement la vidéo, suite à l'interview, donc pas mardi, mais normalement vendredi, je la posterai et voilà par rapport à tout ça les amis. J'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport, à La Première Brique à les poser, je les poserai au fondateur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne, juste ici ou juste ici, je sais jamais où c'est et prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à bientôt.